Europe Soir. On en vient au face-à-face sur Europe 1, le débat d'Europe Soir. Le débat des éditorialistes entre Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Manuel Valls a donc apporté ce matin son soutien à Emmanuel Macron. Pourtant, tous les candidats à la primaire de la gauche s'étaient engagés à soutenir le vainqueur. Et pourtant, vous vous en souvenez sans doute tous les deux. Voilà ce qu'avait dit Manuel Valls le soir de sa défaite au deuxième tour de la primaire. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. Et je tiens chaleureusement à le féliciter. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Voilà ce que disait logiquement Manuel Valls au soir du deuxième tour de la présidentielle. Natacha Polony, vous venez de le réentendre, c'est assez cruel quand il parle du sens de la loyauté, du respect des engagements pris. Oui. Bon, ça, on était habitués à voir Manuel Valls retourner sa veste sur le 49.3 ou d'autres choses, mais c'était quand même beaucoup moins grave. Là, il y a quelque chose d'absolument terrible, qui acte l'échec absolu du processus des primaires, qui s'est démontré ne fait que fracturer les camps politiques, les partis, et ne règle pas les problèmes idéologiques. Mais en l'occurrence, pour la politique en général, c'est absolument ravageur. Mais ensuite, il y a aussi la suite du phénomène, c'est-à-dire que nous dit cette prise de position de Manuel Valls. On se doutait bien qu'il ne pouvait pas, évidemment, se rallier à Benoît Hamon dans la mesure où la fracture est bien trop immense. Mais venir annoncer que dès le premier tour, il votera pour Emmanuel Macron, alors qu'il aurait pu tout simplement se taire, c'est annoncer déjà la recomposition d'une partie de la gauche. C'est aussi venir peser sur Emmanuel Macron, qui a essayé de s'en dépêtrer hier, plus ou moins adroitement. Simplement, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que quand il dit « mais c'est un individu qui se rallie et il n'y a pas d'arrangement derrière », il peut toujours le dire. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que ça signifie sur ce qu'est la politique que fera Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a là, par les ralliements qui se font, et par les gens qui le soutiennent, l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire il a expliqué on ne fait pas du neuf avec du vieux, donc je veux des visages neufs, mais on peut très bien faire du vieux avec du neuf, c'est-à-dire avec des jolis visages, faire la politique qui est faite depuis 30 ans. Oui, ça, Natacha, c'est du point de vue d'Emmanuel Macron, mais je voudrais qu'on reste un peu du point de vue de Manuel Valls. À votre avis, Nicolas Bétou, pourquoi prendre ce risque ? Pourquoi se dédire à ce point-là ? Alors d'abord, sur la question qui est très importante et qui peut marquer une vie politique, est-ce qu'il a trahi ? Je pense que oui, à l'évidence, Manuel Valls a trahi sa parole, sa signature, ce qu'il disait, on l'a rappelé il y a un instant. Mais est-ce qu'il a trahi ses idées ? Et au fond, c'est là tout le sujet. Est-ce qu'il devait à tout prix respecter sa signature au risque de trahir ses idées, puisqu'on sait très bien que Benoît Hamon, depuis qu'il a été élu, a piétiné au fond toute idée de rassemblement, et il n'a fait qu'une chose, c'est se tourner vers la gauche de sa gauche, les Verts, et il essaye encore aujourd'hui, dans un sursaut désespéré, de dire à Jean-Luc Mélenchon et au Parti communiste, venez avec moi, venez derrière moi, alors que lui est derrière en réalité. Donc le sujet, il est là, ça aurait fait de très belles pièces classiques ou de très beaux livrets d'opéra. Est-ce qu'on doit trahir sa signature ou trahir ses idées ? Ce qui est certain, c'est que moi, je ne tranche pas. Je me dis que entre respecter sa signature mais se taire, c'est-à-dire dans une espèce de dédain, laisser une campagne catastrophique se dérouler sans intervenir, ça n'est pas non plus la noblesse d'un homme politique. Et donc, on peut très bien imaginer que, si toutefois sa conscience a été secouée par tout ça, il ait choisi de ne pas trahir ses idées. Ce qui est certain, c'est que ça doit définitivement enterrer, comme le disait Natacha, les primaires, au sens où ces primaires servent parfois, ça a été le cas cette fois-ci au PS, ça n'avait pas été le cas en 2011, servent à trancher entre des différents complets, des fractures béantes entre différentes façons d'aborder un programme politique, ce qui n'était pas le cas à droite cette fois-ci. Ce qui est certain aussi, c'est que ces affaires de ralliement, une fois de plus, elles nous font passer à côté du débat sur le programme. Certes, je viens de le dire, Manuel Valls quitte Benoît Hamon parce qu'il ne partage pas ses idées. Mais il ne rejoint pas Emmanuel Macron. En tout cas, il ne vote pas Emmanuel Macron pour les idées d'Emmanuel Macron. Il vote pour empêcher Marine Le Pen et ou François Fillon d'être au deuxième tour. Ce qui est radicalement différent. Il ne vote plus. Et d'ailleurs,
on voit bien que dans ce débat, on ne défend plus des idées, on essaie de se placer contre celui qui a plus ou moins de chances d'être au deuxième tour ou d'emporter l'élection. Non, parce que l'idée du barrage au Front National, c'est l'idée qui est avancée par tous pour justifier leur ralliement. Mais en fait, c'est évidemment un ralliement sur le fond, sur les programmes. C'est-à-dire que finalement, ils se rejoignent sur les questions économiques et le différent qu'il peut y avoir entre Emmanuel Macron et Manuel Valls sur les questions de laïcité, de communautarisme, passe au second plan parce qu'on le sait très bien, au fond, ce qui compte, ce sont les options économiques. Ils sont pour le libre-échange, ils sont pour l'acceptation de la globalisation et c'est ça qui les fait se rejoindre et ils vont mener cette politique-là. Le problème qui se pose, c'est celui en effet de la recomposition du paysage politique. Et Benoît Hamon, dans ces cas-là, à la limite, aurait du panache à dire j'acte la fin du Parti socialiste, puisqu'on est tous d'accord qu'il est mort, et donc, par exemple, je rejoins Jean-Luc Mélenchon pour former une véritable gauche. Là, il y aurait du panache, parce que le PS, de toute façon, est mort. Voilà qui est dit, et dit de façon péremptoire par Natacha Polony. Le PS est mort. Merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Bétou de l'Opinion, Natacha Polony. On en vient à l'édito étranger. Bonsoir François Clémenceau. Bonsoir Nicolas. Rédacteur en chef étranger au Journal du Dimanche. François, les chefs d'État du monde arabe sont réunis aujourd'hui en Jordanie pour leur sommet annuel. Mais à l'heure des guerres en Irak, en Syrie, au Yémen, au Soudan, on a l'impression que la voix de la Ligue arabe est devenue soudain inaudible. Oui, c'est vrai qu'on a souvent eu l'habitude de voir dans le passé ce genre de sommet tourner à la foire d'empoigne entre deux ou plusieurs blocs en fonction de telle ou telle crise. Rappelez-vous de la guerre au Liban ou des interventions américaines dans le Golfe. Mais c'est vrai que depuis quelques années, le ton n'est plus tellement aux affrontements, mais à une forme de résignation. Pourquoi ? Eh bien parce que les 22 chefs d'État de cette Ligue arabe, fondée en 1945, savent aujourd'hui que le consensus n'est plus atteignable. Si l'on prend les 3 conflits en cours qui nous préoccupent, l'Irak, la Syrie ou le Yémen, personne n'est vraiment d'accord sur le soutien à accordé à Bagdad, dont le gouvernement est intimement lié à celui des théocrates chiites à Téhéran. Personne n'est vraiment tout à fait décidé à soutenir le jusqu'au-boutisme des pays du Golfe contre le régime de Bachar el-Assad. Idem au Yémen, où l'on s'aperçoit que les monarchies pétrolières du Golfe ne sont pas d'accord entre elles sur le soutien à l'Arabie Saoudite. Et c'est ce qui fait que les seuls accords possibles sont ceux qui se bâtissent contre des cibles communes. Exactement, mais en fait dans une unité de façade qui cache une forme d'impuissance. C'est évidemment le cas face à Israël. Le roi de Jordanie a beau avoir convoqué ce sommet au bord de la mer Morte, à quelques kilomètres à peine de Jérusalem, le rituel des condamnations unanimes de fin de sommet contre la politique de colonisation, celle de Benjamin Netanyahou en l'occurrence, ne valent pas grand-chose si elles ne sont pas accompagnées d'un soutien puissant à l'autorité palestinienne ou à une recherche de solutions avec les autres partisans de cette fameuse formule des 2 États, Israël et Palestine, souverains, indépendants, viables et en paix. Et de la même façon, on peut avoir un accord global contre la politique de Donald Trump ? Oui, on voit bien que les pays de la Ligue arabe sont assez déstabilisés de voir l'administration Trump mettre en place ses décrets anti-musulmans ou soutenir le gouvernement de Netanyahou ainsi que sa colonisation à outrance. On en a un aperçu en ce moment avec le congrès annuel de l'EPAC à Washington, le plus puissant des lobbies juifs aux États-Unis. Sauf que du côté arabe, chacun voit midi à sa porte. La Jordanie, le Liban, l'Égypte, l'Algérie ne sont pas fâchés finalement de voir l'Amérique de Trump venir les soutenir un par un sur le plan militaire, économique ou financier. Et pour vous dire à quel point cette Ligue arabe n'est plus ce qu'elle était, même la formule construction de l'unité arabe ne fait même plus partie des objectifs rappelés à chaque fin de sommet, c'est vous dire. Merci beaucoup l'édito étranger signé François Clémenceau du JDD. On marque une pause et on se retrouve pour les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup. À tout de suite.